Pilier du Vrai te revient avec une nouvelle vidéo et franchement les gars, vous avez voté alors le top 50 des personnages les plus puissants de One Piece of all time. Alors on les aura tous morts comme vivants. Cette vidéo, elle va prendre un gros travail et parce qu'elle risque d'être très longue, j'espère que vous mettez un gros pouce bleu et que vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait pour avoir du contenu One Piece très réfléchi à chaque semaine et parfois des vidéos surprises animées ou pas animées. Donc, sans plus attendre, j'aimerais commencer avec une mention honorable. D'abord, le Gorosei et Im-sama. On ne les connaît pas, d'accord? Force est de le reconnaître. Je ne peux pas les classer maintenant, même si je sais que forcément, ils seront capables de foudroyer certains personnages que je vais avoir dans ce classement. Pareil pour certains pirates de Barbe Noire, sauf Shiryu de la Pluie. Alors ces pirates-là, même si je sais que l'année prochaine, très franchement, ils auront leur place dans le top, pour l'instant, on va les garder à l'extérieur du classement. Sans plus attendre, en 50e place, j'ai Imperio Ivankov, l'un des commandants de l'armée révolutionnaire. Je pense que beaucoup de personnages vont aller sous-estimer Ivankov à cause de certaines manières un peu bouffonnes, un peu rigolard, le chara-design pas trop sérieux. Par contre, ce qu'on a vu de Marineford, c'est que le mec était reconnu comme l'un des évadés les plus dangereux. Il n'a pas vraiment eu de victoire conséquente dans le manga, mais on a vu grâce au maquillage qu'il était capable de se défendre face à des attaques d'Akainu ou Magellan. Ces deux personnages-là, offensivement, ils sont complètement tarés. Donc je pense que franchement, Ivankov mérite amplement sa place dans ce classement. On poursuit avec Cracker. Franchement, le mec, il a un gros niveau, force est de le reconnaître, avec sa défense ultime d'armée biscuit. Très difficile d'atteindre le personnage, même s'il n'est pas très résistant. On ne peut pas sous-estimer son acquis de l'armement et sa maîtrise du sabre. Il a réussi à pénétrer le acquis de l'armement de Luffy. En 48e position, j'ai Jack, la sécheresse de l'équipage de 100 bêtes. Le personnage risque d'être sous-estimé à cause de ses nombreuses défaites, mais il faut vraiment voir la ténacité du personnage. C'est un des gars les plus résistants qu'on a vu à ce jour. Il a été capable de se battre contre les Mink à tour de rôle sans se reposer, jusqu'à ce qu'il en ait eu marre et finalement décidé d'utiliser son gaz. Et oui, Inu et Neko individuellement peuvent terrasser Jack en mode sous-langue, mais je n'ai pas compté de mode sous-langue pour faire ce classement. C'est pour ça que Jack mérite sa place. Je me dis que s'il se battait contre Cracker, il aurait la résistance et le haki nécessaire pour tenir face aux soldats biscuits. Et on sait qu'avec le temps, les soldats biscuits sont de moins en moins résistants. On va terminer ce palier 3e commandant avec Jinbei, le paladin des mers, qui pour plusieurs personnes n'a pas validé le niveau 3e commandant. Écoutez, de ma perspective, je ne sais pas tous les personnages qui ont besoin de valider un certain niveau. Notamment, je comprends pourquoi c'est important pour les protagonistes qu'on suit depuis le début de l'histoire. Mais Jinbei s'est rejoint au Mugiwara très récemment. Et je pense que s'il n'a pas battu Jack, c'est parce que justement, les Minks avaient des comptes à régler avec ce dernier. Par contre, Jinbei a fait face à Uzu et grâce à lui, on a obtenu des éléments importants sur le lore. Dès que Jinbei nous a montré son côté furieux, franchement, il a massacré Uzu. Il n'y avait pas vraiment de réel combat. Alors que Uzu était considéré par ses pairs comme l'un des Tobiropo qui avait le potentiel justement de défier l'une des calamités de Kaido. Attention, je ne dis pas qu'il aurait gagné, mais voilà, je pense que Jinbei, s'il a été présenté avec Zoro et Sanji sur cette page, c'est qu'il mérite ses milliards. Et grâce à son caractère des hommes poissons et sa spécialité à manipuler l'eau, je ne vois pas comment est-ce qu'il pourrait perdre un combat contre Cracker. En 46e place, on va ouvrir le palier YC2 avec Smoothie, un personnage qui, je sais, n'a pas fait grand chose dans tout le manga. Par contre, elle est factuellement plus forte que son frère Cracker et je pense ne pas dire de bêtises en disant qu'elle est aussi plus jeune que lui. Donc si Big Mom, elle a jugé nécessaire de placer Smoothie au-dessus de Cracker dans la hiérarchie de son équipage, eh bien, elle est plus forte que lui. Question pouvoir, on n'a pas pu la voir dans un combat prolongé, mais force est de le reconnaître, c'est Getsuga Tensho, destructeur de bateaux. C'est quand même quelque chose. Elle a franchement rien à envier à des fourreaux rouges tels que Denjiro, Ashuratoji et même les Minks. On va continuer en 45e position avec Ace au point ardent, un personnage qui avait un potentiel de zinzin. Ace, en fait, c'était un personnage que je souhaitais voir continuer dans l'œuvre et je suis certain qu'il aurait eu sa place beaucoup plus haut dans ce classement s'il avait survécu les 2 ans. Mais franchement, la route s'est arrêtée trop tôt pour lui. Il était un peu trop téméraire. Et la témérité, c'est vraiment l'ennemi juré du acquis de l'observation. Son acquis de l'armement, quant à lui, a été développé dans des romans. Et parce que ce classement va se concentrer sur le manga et parfois utiliser des sources externes pour bouger certains trous. Et j'ai pas su lui trouver une plus haute place dans ce classement. 44e position, on a le 5e commandant de l'armée de Barbe Blanche. J'ai nommé Vista. Ce personnage-là, franchement, sous-coté parce que justement, c'est un 5e commandant. Et j'ai l'honneur de vous annoncer que ce niveau n'existe pas. Il est aussi valide que le niveau YC10 d'Aokiji. Vista, dans des sources officielles externes au manga, il est dit qu'il est aussi puissant qu'un commandant tel que Marco. Donc Vista, c'est un des commandants les plus puissants
de l'armée de Barbe Blanche avec le plus d'expérience. Si je ne m'abuse, je pense que c'est le plus vieux. Après, il est très important de souligner que dans l'équipage de Barbe Blanche, les commandants ne sont pas placés par ordre de force. Et donc Ace, qui occupait l'ancienne position d'Oden, ne le met pas de facto au-dessus de Vista. Par contre, j'ai dit qu'on allait utiliser l'anime quelques fois pour boucher des trous. Et ce que l'anime nous a montré dans un arc tel que Marineford, qui est super important pour l'auteur, la performance de Vista face à Mihawk Œil de Faucon est beaucoup, mais beaucoup plus spectaculaire que celle de Jinbei. Et donc, il est normal que je place Vista à ce niveau-là. J'ai Killer, le bras droit du Capitaine Kidd, le personnage qui a fait rager plusieurs fans du Monster Trio au chapitre 1000 en prenant sa place sur le combat du toit face aux deux empereurs. Non seulement il a survécu au combat, mais il s'est aussi montré assez compétent pour survivre à plusieurs attaques de Big Mom grâce à son acquis de l'armement, mais également à dévier des attaques tranchantes de Kaido grâce à son acquis de l'observation. Pour ceux qui pensent que ça n'a rien à voir, c'est pas parce qu'Oda ne nous mentionne pas à chaque fois quand un personnage utilise le acquis que le personnage ne l'utilise pas. On se rend compte que quand Kaido lançait ses attaques tranchantes devant, tous les fourreaux rouges étaient en PLS sans exception, alors que Killer lui se débrouillait plutôt bien et courait même vers Kaido pendant que tout ça se produisait. Et on sait aussi que son arme fétiche lui permet d'infliger des dégâts à des personnages ayant une super haute résistance. Donc le personnage, de par sa vitesse et sa force, ainsi que son endurance qu'il a démontré dans son combat contre Hawkins, il n'est vraiment pas à sous-estimer. Ce cher Crocodile occupe la 42e place de ce classement. Franchement, basé sur ce qu'on a vu du personnage, il s'est fait massacrer à Arabasta, je sais, je le reconnais, mais s'il est revenu dans l'histoire aujourd'hui et qu'il est reconnu comme le deuxième personnage le plus puissant de la Cross Guild, ce n'est pas pour rien, d'accord? Alors que ce soit grâce au Redcon, que je déteste en tant que procédé littéraire, mais parce que One Piece est un manga assez vaste. Qui sait ce que Crocodile a réalisé après sa défaite face à Luffy à Arabasta ou après ses humiliations sur Marineford? Peut-être une prise de conscience, peut-être un éveil de Logia pour le futur, peut-être une maîtrise impressionnante du Haki. On ne peut pas savoir, mais je vous assure que si Oda a remis Crocodile au devant de la scène, ce n'est pas seulement pour utiliser son cerveau. Juste au-dessus de Crocodile, on a un autre fumeur de cigares, vous l'avez compris, ce n'est pas Smoker, mais j'ai bien Queen, la deuxième qualité de Kaido qui s'est battu contre Sanji et a permis à ce dernier d'évoluer à son nouveau stade actuel. Queen a une des résistances les plus fortes de tout le manga et malgré sa maladresse peut se montrer très imprévisible. Et si ses adversaires ne sont pas alertes, ce gros dinosaure pourra les punir mais très sévèrement. Et comment pouvons-nous parler de résistance sans mentionner le prochain personnage sur cette liste? J'ai nommé Jaws, Diamond No Jaws, capable de charger sur ses adversaires à une telle vitesse qu'il peut même faire saigner de la lèvre des amiraux. Jaws, franchement, Jaws, franchement, faut le prendre au sérieux. Jaws, franchement, faut le prendre au sérieux. Désolé pour ce fou rire, je sais pas ce qui m'a pris. Voilà, on continue avec Boa Hancock en 39e place, qui est non seulement très forte, très rapide, elle maîtrise les 3 formes de Haki. C'est l'impératrice du clan Kuja, et ce n'est pas pour rien. Ce personnage-là n'a pas vraiment eu de réel 1v1, mais son pouvoir du fruit des démons est assez puissant qu'il va même intéresser l'empereur des mers, Barbe Noire, qui lui, face à elle, s'est assuré de ne pas baisser sa garde. Quelque chose qui est très rare pour Barbe Noire, qui a l'habitude de se battre n'importe comment. Si lui, il est capable de reconnaître le danger que peut représenter l'impératrice pirate, je ne vois pas pourquoi nous, les fans, ne devrions pas en faire autant. En 38e position, on a Doflamingo. Ce personnage-là, c'est beaucoup plus que juste du charisme. Il m'a marqué de sa performance face à Luffy, l'eau et le pays entier de Dressrosa pour avoir survécu 2 rounds du Year 4. On a aussi pu observer comment polyvalent le personnage pouvait être, genre maîtriser des clones à gauche, à droite, la birdcage, tout ça pendant qu'il se bat et répare ses organes. C'est une maîtrise de fruit des démons inégalée à ce jour. D'autant plus que Doflamingo, c'est aussi un conquérant, donc un potentiel à ne pas sous-estimer. Et franchement, je le vois revenir dans l'histoire. Et parce qu'il y a cette certaine dualité entre Doflamingo et Crocodile, où est-ce que Doflamingo, on voit clairement sur cette page qu'il impose sa dominance sur Crocodile, je ne vois pas pourquoi Doflamingo ne mériterait pas cette position. Et n'oublions pas comment il s'est simplement assis au calme sur Jaws pendant la guerre de Marineford. Je veux dire, moi, personnellement, ça n'aurait pas été moi, hein. Just me personally. Mais Jaws, tu fais ce que tu veux. Il y a un gros débat qui fait rage entre Cracker et Doflamingo et je sais que les gens qui supportent Cracker ont de très bons arguments. Par contre, je ne vais pas pouvoir élaborer la défense de Doflamingo. Dans cette vidéo, elle serait beaucoup trop longue. Alors soyez là au rendez-vous samedi en live et on pourra en débattre plus calmement. Et à la 37e position, j'ai le corsaire qui a été introduit en même temps que Doflamingo, Bartholomew Kuma, qui avait une prime moins grande que ce dernier lorsqu'on les a rencontrés. Pourtant, on sait que le personnage, dû à sa relation avec le gouvernement mondial, il y a des raisons pourquoi
pourquoi sa prime n'aurait pas été aussi haute que celle d'un autre corsaire par exemple. Aussi ridicule et original soit-il, le fruit de démon de Kuma est complètement cheaté. Il est capable de compresser l'air et de la faire bouger à la vitesse de la lumière, de se défendre lui-même contre toute attaque au corps à corps et à distance, et arrive même à se dépasser lui à de grandes distances, se guérir en prenant la douleur de son corps ou de ses adversaires, et finalement peut envoyer potentiellement, ou tu vois, théoriquement, ses adversaires où est-ce qu'il veut, que ce soit au Canada, en France, en Algérie ou même dans l'espace. Franchement, si tu n'as pas le haki nécessaire pour contrer son fruit du démon, Kuma, il peut te faire de sérieux dégâts. Aujourd'hui, Kuma, il n'est plus que l'ombre de lui-même, alors on ne verra jamais son plein potentiel, mais il a mérité cette 37e position. Et je vais poursuivre avec Magellan, le gardien d'Evil Down qui a eu tout le monde, ils étaient on the run. Crocodile, Jinbei, Luffy, Ivankov, tout le monde est en train de fuir. Mais c'est une dinguerie, le mec, il a même réussi à one-shot l'équipage de Barbe Noire. Vrai que l'équipage l'a sous-estimé, mais a win is a win, ok? Un feat, c'est un feat. Magellan, c'est un réel démon, mais malheureusement pour lui, il a été présenté un peu trop tôt dans l'histoire et Oda n'a pas exploité le concept du haki suffisamment pour que je puisse placer Magellan plus haut dans ce classement. Mais si jamais il venait à revenir, franchement, je pense que ma décision à son sujet, très franchement, je pense qu'elle pourrait changer. C'est avec le passage de Magellan que j'ai envie de te dire que on est toujours dans le palier YC2, mais on se rapproche de plus en plus du prochain niveau. Et je vais continuer ce classement avec la 35e position, Vinsmoke Sanji, un des personnages les plus populaires de l'histoire, qui a non seulement une vitesse et une résistance de fou furieux, mais une des attaques offensives les plus impressionnantes de tout le manga. C'est le troisième personnage avec le plus de combats de tout One Piece et le frère d'armes, si on veut, du détagoniste Roronoa Zoro. J'aimerais rassurer les fans de Sanji qui auraient aimé le voir plus haut dans ce classement en vous disant qu'il n'a franchement rien à envier avec les personnages directement au-dessus de lui dans ce classement, parce que très franchement, Sanji les dépassera très bientôt si ce n'est pas déjà le cas. En 34e position, j'ai Lokiru, un personnage que j'ai vraiment hésité à mettre dans ce classement, mais parce que on nous prévient que l'équipage de Shanks ce sont les plus équilibrés en termes de puissance et que Lokiru vient seulement après Shanks et Ben Beckman, je me suis dit qu'on pourrait quand même estimer sa puissance. Et si Beckman aujourd'hui est plus puissant que Zoro, alors je ne vois pas pourquoi Lokiru ne serait pas plus puissant que Sanji. Et avant qu'on me dise que Sanji peut juste blitz Lokiru, il a quand même été présenté comme le membre de l'équipage de Shanks avec la meilleure vitesse. Et on va ouvrir le palier premier commandant avec Rob Lucci, membre le plus fort du CP0, qui à l'époque était un rival sérieux de Luffy et aujourd'hui m'a montré franchement une performance pour le Gear 5 plus que remarquable, sachant que Luffy venait tout juste de battre Kaido. Le fait que Rob Lucci n'a pas été one-shot et a même pu suivre la vitesse du Gear 5 pendant un certain temps, je trouve qu'il mérite amplement cette place et même que face au Séraphin, il n'avait rien à envier à Luffy. Contrairement à son meilleur pote Kaku qui allait voir Chopper après la bataille, Rob Lucci il est toujours debout et même s'il ne battra jamais Luffy, le mec c'est un génie, il a quand même réussi à éveiller son Zoan. Alors franchement Lucci, moi je lui donne son respect. Pas assez d'informations sur Rob Lucci pour le mettre au-dessus du personnage que j'ai devant lui. En 32e position, j'ai Charlotte Katakuri, le premier commandant de l'équipage de Big Mom. Pendant l'arc Whole Cake, ce personnage a montré une performance presque parfaite face à Luffy au chapeau de paille. Je veux dire, que ce soit le haki des rois, de l'armement, de l'observation qui est complètement cheaté. Je veux dire, il a appris à Luffy à voir dans le futur. Le mec n'a vraiment rien envie à personne. Il a même réussi à éveiller son fruit du démon. Un fruit complètement dégueulasse qu'il a su rendre impressionnant. Je veux dire, Katakuri, c'est un personnage vraiment difficile à oublier. Et en 31e place, j'ai le personnage King, l'incendiaire, le premier commandant de Kaido. Cette fois-ci, King et Katakuri, franchement, ils sont très, mais très proches de niveau et interchangeables pour plusieurs. Écoutez, si vous voulez les détails sur ce débat King Katakuri, j'ai ma propre vidéo que tu peux aller voir là ou là parce que j'ai vraiment détaillé leurs capacités. Alors je ne perdrai pas trop de temps à parler des pouvoirs de King et puis tu pourras revenir dans ce classement après si tu n'es pas d'accord. Et en 3e position, j'ai Marco le Phoenix, le personnage qui est capable de faire jeu égal avec les amiraux. N'a pas nécessairement la meilleure des puissances offensives, mais à une époque, il pouvait rivaliser ou faire jeu égal avec les amiraux. Du moins pendant un certain temps pour ceux qui ont lu le manga et pas juste les databook. Marco a un fruit du démon très compliqué qui a même fait avouer à Big Mom, une empereur, que ce serait compliqué de le vaincre et donc il n'est pas à sous-estimer. Et même si King a réussi à le vaincre en 1v1, juste avant Marco devait aussi se coltiner le frère d'armes de King, Queen, tout en aidant Chopper à guérir alliés comme ennemi. Alors franchement pour Marco et King c'est assez compliqué parce qu'on se demande comment est-ce que Marco pourrait défaire la résistance de King, mais il est quand même très rapide, je veux dire, il a pu rivaliser avec la vitesse de l'amiral Kizaru. Que ce soit Marco, King ou Katakuri, pour moi ces trois personnages-là représentent le niveau YC1 et sont tous interchangeables, mais voilà, je devais les classer, ça ne veut pas dire qu'il y a le ciel et la terre entre ces trois personnages. Je poursuis le classement avec le personnage Captain Eustace Kid en 29e position. C'est un personnage qui crée quand même beaucoup de controverses lorsque tu vas sur le net, il se fait complètement ramasser. Et est-ce que c'est mérité? Oui, absolument. Le personnage il est très arrogant.
Par contre, Oda se tue à le mettre sur un pied d'égalité avec le personnage de Trafalgar Law. Alors je ne pense pas qu'on peut vraiment le sous-estimer parce qu'il a perdu contre Shanks. Et Shanks, en parlant de lui, si tu restes assez longtemps pour voir la position que je le réserve dans ce classement, franchement, ce qui est arrivé à Kid, c'est pas quelque chose qui ne serait pas arrivé avec les personnages que j'ai en dessous de lui sur cette liste. Si t'es pas convaincu, assis-toi 2 secondes et médite sur les pouvoirs de Kid, notamment son éveil. Et j'espère que tu vas comprendre que si l'éveil de Kid n'a pas eu l'air aussi impressionnant, c'est parce qu'il se battait justement contre un empereur. Mais encore une fois, Big Mom aussi, c'est un personnage qui sera très haut dans le classement. Et Kid était un des acteurs principaux dans la défaite de Big Mom justement. Et juste au-dessus de lui, j'ai le personnage de Trafalgar Law qui, pour moi, est plus fort que Kid de par son quotient intellectuel, sa maîtrise de Haki un peu plus approfondie et une meilleure maîtrise de son fruit d'éléments. Law est imprévisible, je sais que plusieurs pensent qu'il est plus un supporter qu'un personnage 1v1 et je serais même d'accord avec vous, mais si vous voulez plus de détails sur mes raisons pourquoi je mets Law au-dessus de Kid, vous pouvez voir mon short juste ici ou juste ici à la fin de la vidéo, je vais mettre ça en description. En 27e position, j'ai le personnage de Sabo qui pour moi représente un peu ce que Ace aurait été si il avait pu vivre, s'il aurait pu voir les 2 ans, c'est-à-dire un personnage avec un très gros potentiel. Là, c'est pas confirmé s'il a le Haki des rois ou pas. Ça, c'est quelque chose qui allait probablement me pousser à le mettre plus haut dans ce classement. D'une part, il est très différent de Ace et Luffy, il n'a pas cette témérité. Par contre, lui aussi voulait ou rêvait d'être capitaine dans la jeunesse. Et on voit que c'est un peu l'héritier spirituel de Dragon et que si Dragon venait à mourir, ce serait lui qui prendrait la relève justement et deviendrait le nouveau leader de l'armée révolutionnaire. Et avec son fruit du démon, je sais que Sabo, il a une place spéciale pour Oda, sans oublier qu'il est le second de l'armée révolutionnaire. Et ça, ce n'est pas rien. Même avant son power-up, Sabo était reconnu comme That Dude avec une maîtrise du Haki de l'armement avancée. Alors pour moi, franchement, il mérite cette place. Et maintenant, on va ouvrir notre palier intermédiaire, si tu veux, entre YC1 et Amiral. J'ai nommé Yamato, ce personnage-là, complètement démentiel, je veux dire. Elle a donné la meilleure performance contre son père Kaido pendant la guerre de Wano. Ça, je veux dire juste avant que Luffy revienne d'entre les morts. Pourtant, Yamato nous a montré une maîtrise du Haki des rois avancé qui a power-up, si tu as suivi le manga, complètement dégueulasse. Non seulement ça, elle a mérité des gènes de Kaido avec une force et une résistance naturelle très impressionnantes. Et si ce n'était pas suffisant, elle a aussi un Zoan de type mythologique qui est le type de Zoan le plus puissant qu'on connaisse à ce jour dans One Piece. Alors franchement, je ne vois pas comment on pourrait sous-estimer ce personnage. Plus que 25, il commence à faire chaud. Alors si ce n'est pas déjà fait, mets un pouce bleu. Et on va ouvrir notre top 25 avec le personnage de Roronoa Zoro, le détagoniste de l'histoire, le personnage le plus important quand ça vient au combat de One Piece, après Luffy bien évidemment. C'est le personnage qui nous a probablement montré une des meilleures résistantes de tout One Piece, sachant que ce n'est pas un Zoan mythique fait de caoutchouc ou alors un guerrier de la science modifié à la Captain America. On comprend bien que Zoro a une des volontés les plus tenaces de tout le manga, si ce n'est la volonté la plus tenace. Et je pèse mes mots très franchement. C'est pour ça qu'à l'époque, j'étais moi-même choqué que certaines personnes puissent croire qu'il n'avait pas le Haki des rois. Pourtant, il a non seulement élevé son Haki des rois sur Wano, mais a aussi sa forme avancée. Le palmarès de Zoro, tu le connais. Il a des attaques non seulement capables d'inquiéter Big Mom, King sous sa forme flamme, et même Kaido qui se voit forcé d'éviter une de ses attaques sur le toit. Je sais que plusieurs personnes pensent que Law et Kid devraient être au-dessus de Zoro. Je m'explique, sur le toit, Zoro a beaucoup plus brillé que ces 2 personnages réunis, et ça c'était avant le power-up des 3 personnages. Juste après, oui, Zoro s'est battu contre King, mais dès qu'il a compris son point faible et éveillé son power-up à lui, King s'est fait massacrer. Tu me crois pas, va voir l'épisode 1072 par toi-même. Une masterclass de toute façon, alors tu vas te régaler. Maintenant, si on compare Zoro et Yamato, mon avis n'est pas aussi tranché. Je veux dire, Yamato a fait une plus belle performance que lui. Par contre, Zoro avait un handicap, je veux dire 30 os brisés, et il est quand même parvenu à cicatriser Kaido. Ça s'équilibre. Ça s'équilibre, alors pour moi ils sont interchangeables. Je pense que si on devait les départager, Zoro de par son endurance, sa volonté et la narration qui le place justement comme 2 protagonistes de l'œuvre, je pense que Zoro a un petit avantage. Et en 24e position, j'ai Shiryu de la fuite. J'ai Shiryu de la pluie en 24e position, respectons-le. Franchement, je pense que c'est dommage que ses talents d'escrimeur soient mis de côté ou pas reconnus par plusieurs parce que Shiryu, il a recours à des stratagèmes un peu chelous, des stratagèmes tu sais quoi, finis ma phrase. Mais finalement, je pense qu'il est quand même un sabreur très compétent. Il prend juste le temps de vraiment faire attention, un peu à l'image de son capitaine, mais c'est un personnage qui quand même, à l'époque, inquiétait les prisonniers au même degré que Magellan. Alors ne le sous-estimons pas. Je pense que si Zoro s'est pas encore battu contre lui, c'est pour une raison. Et malgré le HDR offensif qui est l'une des capacités les plus puissantes de tout le manga, je veux dire, si tu n'as pas le Haki de l'observation nécessaire pour affronter un homme invisible et sournois comme Shiryu, tu risques de te mettre dans de graves dangers. Alors ce personnage, Shiryu de la pluie, n'allons pas le sous-estimer, c'est quand même le second de l'équipage de Barbe Noire.
un futur adversaire de Zoro. Et je pense que ce serait un peu anti-climatic si Zoro était déjà plus fort que lui. Alors pour l'instant, Shiryu va être numéro 24. En 23e position, j'ai le bras droit de l'équipage de Shanks qui est dit avoir une force égale à son capitaine. Alors ça, tu prends ça comme tu veux. Je pense que ça en dit assez long sur le fait que Ben Beckman est probablement le second empereur le plus puissant. Non seulement il est dit qu'il a un des IQ les plus élevés de l'œuvre, mais c'est aussi potentiellement un utilisateur du Haki des conquérants. Ça a été suggéré par l'animé. Encore une fois, j'utilise l'animé pour boucher des trous. Ce n'est pas encore factuel. Pourtant, il est dans un équipage sans fruit du démon. Alors, je le soupçonne d'avoir le Haki des rois, comme plusieurs seconds empereurs. Et j'ai l'honneur d'ouvrir notre prochain palier, qui est le palier amiral avec Aramaki, qui a récemment été introduit dans l'œuvre et qui a fait une performance complètement magistrale sur le pays de roi. Je veux dire, le gars ne s'est pas battu contre des combattants qui étaient à 100%, notamment King et Queen, mais à rappeler qu'il les a quand même prévenus de ne pas l'attaquer. Et ces deux-là, c'est des Zoan antiques qui ont eu 7 jours de récupération. Alors le fait qu'Aramaki n'ait même pas sué, de ce qu'on a pu voir, le mec a dit les termes. Il a dit que les commandants ne touchent pas les amiraux et que si Kaido avait été là, il ne serait pas venu. Donc à un moment donné, il faut le prendre au mot. Là, je sais que plusieurs personnes vont dire qu'il a été humilié par un enfant et par Yamato, mais franchement, avoir un coup dans la tête par surprise de HDR avancé et tout ce que tu fais, ta seule réaction c'est « Aïe, ça fait mal ». Je sais pas pour toi, mais pour moi, c'est un petit flex de la part de Aramaki. Et face à Momo, on a vu une régénération complète du Boog. Alors n'oublions pas qu'il a aussi été capable de capturer Weevil et du fait qu'il ait pu passer à travers les forces de King, le personnage a encore beaucoup plus à nous offrir. Et juste devant lui, en 21e place, j'ai l'amiral Fujitora qui, encore une fois, on a deux personnages plutôt interchangeables. Mais moi, personnellement, je pense que j'ai plus d'informations sur Fujitora, notamment son HDO, va être quand même incroyable. Il a aussi des compétences à l'épée, de ce qu'on a pu voir, quand même assez balèzes. Et j'imagine un éveil potentiel pour le personnage, voire des trous noirs. Je pense qu'on a seulement vu la surface de son pouvoir. Mais à prendre en note que les personnages comme Aramaki et Fujitora, c'est deux personnages qui sont capables de passer la résistance de personnages tués comme King ou Kaido, de par la pression de Fujitora ou l'absorption d'énergie vitale d'Aramaki. Donc franchement, ces deux personnages-là, ils méritent entièrement leur place à l'entrée du top 20. Je vais ouvrir mon top 20 des personnages all-time de One Piece avec le nom du dernier chapitre que j'ai nommé l'amiral Kizaru et un petit cran au-dessus des amiraux précédents qu'on a trouvé quand même à la va-vite pour remplacer les amiraux qu'on avait perdus. Pourtant, Kizaru, c'est un personnage qui a suivi le même entraînement rigoureux d'Aokiji et d'Akainu. Et pendant la guerre au sommet, c'est même lui qui s'est occupé du deuxième personnage le plus puissant de l'équipage de Barbe Blanche. Alors, il n'est pas à sous-estimer. On voit bien que le personnage a une confiance folle en ses propres capacités. Et très bientôt, prenez-moi au mot, ce personnage-là va nous émerveiller avec son pouvoir, sans mauvais jeu de mots. Juste à regarder la réaction de Luffy à la fin du chapitre 1090, ça en dit long. Et en 19e place, j'ai l'amiral de la marine, Kuzan, qui a un pouvoir complètement démentiel. De par son éveil, très franchement, il est arrivé à changer de manière permanente la météo sur l'île de Pankazard. Sur la ruche, on va dire les termes, Kuzan a vraiment porté les capitaines Titanic sur ses épaules, un peu comme Messi avec l'Argentine. À bien y repenser, Sengoku n'allait pas choisir n'importe qui pour le succéder. Et justement, après sa défaite face à Sakazuki, Kuzan, même en dépression, a donné un énorme coup de pression au capitaine Titanic. On a vaincu au moins 5 ou 6 d'un seul coup et a même su inquiéter le capitaine Yonko, Barbe Noire. Donc c'est pas Marco qui ferait un truc pareil. Marco d'ailleurs, avec toute sa troupe, ils se sont fait écraser par Barbe Noire. Alors tu vois un peu la différence entre Kuzan et Marco. Et en 18e place, j'ai l'amiral en chef Sengoku qui à l'époque était même considéré comme un défi pour le roi des pirates Goldie Roger. Donc Sengoku, même si aujourd'hui je ne le vois pas aussi puissant que les amiraux, à son prime c'était bel et bien le frère d'armes de Garp, bien que pas aussi fort, et on verra plus tard quand je placerai Garp. Sengoku c'est quand même pas n'importe qui, avec un Zoan mythologique, les 3 formes de Haki, et pourquoi pas un Haki des rois avancé, on ne sait pas, mais il est lui aussi considéré comme une légende de la marine, et ce n'est pas pour rien quand on voit le sale travail qu'il a donné à l'équipage de Barbe Noire, à lui tout seul, avant que Garp vienne l'aider. En 17e place, j'ai Shiki, le lion d'or. Là, on ne sait pas beaucoup à son sujet, mais on sait qu'à une époque, il était aussi un rival de Roger, même que quand Sengoku était prêt à l'affronter sur Marineford, Garp a vu nécessaire de se rajouter à la bataille pour sécuriser la victoire. Il faut quand même dire que le mec était assez puissant. Le film Strong World n'a pas nécessairement fait trop de cadeaux à Shiki, mais lors de sa première performance contre les Mugiwara, on a vu un peu de quoi avait l'air son fruit du démon sans le pouvoir du scénario, et franchement, il mérite sa place niveau Yonko. En 16e place, j'ai Charlotte Linin. Là, elle, avec son pouvoir et sa force, aurait pu être plus haut dans ce classement, mais le Battle IQ y est quand même pour quelque chose, et malheureusement, Charlotte Linin n'a pas fait preuve
de la plus haute des intelligences pendant le manga. Elle a pu se battre contre Kaido à égalité pendant 5 jours, déchirer le ciel avec lui, disant que c'est pas une Yonko pour rien. Et elle est quand même très âgée, alors on se demande si celle qui s'est battue contre Kid et Law était justement à son prime. Lorsqu'on parle de force innée, il n'y a personne qui représente aussi bien ce concept que Charlotte Lin. Elle a un des paraméciels les plus puissants de tout le manga jusqu'à maintenant. Je regrette qu'on n'ait pas eu son éveil, mais il fallait bien que l'histoire puisse continuer. Et on va ouvrir notre top 15 avec Kozuki Oden, l'homme qui a traumatisé Kaido et a gagné le respect de Gold Roger et Barbe Blanche. Si Kozuki Oden était tant respecté par les gens qui l'entouraient, c'était pas seulement parce qu'il avait un bon cœur, mais aussi par sa force démesurée. Encore une fois, je vais boucher des trous avec l'anime. On sait que pendant son voyage, Oden rivalisait avec Gaban, qui était le 3e pirate le plus puissant de Gold Roger. Le mec était bien entendu un grand épéiste. On le voit à sa manière de manier Enma et la difficulté avec laquelle le personnage de Zoro se bat avec l'épée. On comprend que Oden, sans fruit des démons, avait une excellente maîtrise de son acquis. Et sans résistance de ce qu'on a vu dans le manga, il y a juste Barbe Blanche et Kaido qui le surpassent. Et ça en dit long. Oden a peut-être recommencé son voyage au niveau amiral, mais quand il est revenu sur Wano, c'était définitivement un Yonko. En 14e position, j'ai Rayleigh jeune, plus puissant que Kizaru. Et là, je vous le confirme, à sa jeunesse, Rayleigh aurait pu couper Kizaru sans trop suer. Le gars, c'était vraiment une véritable force de la nature, le bras droit du roi des pirates que lui-même voyait comme un partenaire plus qu'un simple subordonné. C'est lui qui a pris en main le dessin de Luffy pendant les 2 ans avant de l'envoyer au Nouveau Monde. Et en 13e position, j'ai le personnage principal de l'œuvre, Monkey D. Luffy, notre protagoniste adoré qui est complètement cheaté. Vous le connaissez mieux que quiconque. Il est parvenu à terrasser la créature la plus forte au monde malgré de nombreuses défaites et l'aide de plusieurs personnes. À la fin de la journée, Luffy avec son Gear 5 était complètement cheaté. Kaido, il savait plus où donner de la tête. On voit que maintenant, Luffy il a obtenu une sorte de régénération cartoonesque. Même après des boros brefs, il retourne directement au combat comme si de rien n'était. Son fruit du démon le permet de manipuler la matière à son avantage et a même changé la forme physique de ses adversaires, de jouer avec les lois de la physique. C'est vraiment du n'importe quoi. Et c'est justement pour cette raison qu'on va surnommer son pouvoir le pouvoir le plus ridicule au monde. Donc non seulement tu as ce fruit mythologique que le film ne comprend pas entièrement, mais c'est aussi un maître dans les 3 formes de haki avancées, même que sans aucun de ses guerres, Luffy arrivait quand même à faire sourire la créature la plus puissante au monde. Dès son premier coup, le Red Rock qui a ouvert la bataille sur le toit, Luffy a su faire rêver Kaido et a vu rappeler le bon vieux temps. Et en 2e place, j'ai l'amiral de la marine, Sakazuki Akainu, qui est absolument pour moi de niveau Yonko. Ce personnage-là a une des meilleures résistances de tout le manga. Après tous les coups qui s'est pris des Barbes Blanches, ce n'était pas suffisant pour le mettre KO. Il en voulait toujours plus et je pense que si le combat avait perduré, Akainu aurait pu prendre la victoire même en 1v1. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il a été capable de se battre avec Uzan pendant 10 jours. Pendant 10 jours. Donc encore une fois, les gens qui pensent que les amiraux c'est juste leur fruit d'éléments, ils vont vraiment sortir de ce rêve. C'est aussi des experts en haki. Akainu nous a montré un haki de la perception avancé ainsi qu'un haki de l'armement avancé. Même que Oda a dit que si Akainu était le protagoniste, le One Piece aurait été trouvé en 1 an. Et c'est pas trop difficile de nous vendre cette idée quand on voit la ténacité qu'Akainu avait à Marineford. On aurait dit un protagoniste. Un peu avant l'ellipse, Akainu a su sauver Bonnie des mains sales de Barbe Noire, alors que Barbe Noire, contrairement à ce qui s'est passé sur Amazon Lily, était accompagné de ses capitaines titaniques les plus puissants, notamment Shiryu de la Pluie, on va pas l'oublier parce que certaines personnes pensent qu'il est à niveau d'Akainu. Et avant de passer à la 11e position, moi j'ai une question pour vous l'audience. Si Aokiji avait été avec Barbe Noire à ce moment-là, est-ce que l'équipage aurait quand même fui? Et on arrive à l'entrée du top 10 avec Kaido, la créature la plus puissante au monde. Maintenant, lui, son palmarès absolument incroyable. Je doute même qu'il y ait un personnage de One Piece qui arrive à le surpasser au niveau de la puissance brute et la résistance. D'ailleurs, Kaido, en plus d'appartenir à la race des Oni qui lui procure déjà une résistance naturelle de ouf, un peu comme Big Mom, c'est cette force innée. Il est aussi le détenteur du fruit de démon Uo Uo no Mi qui va lui permettre de se transformer en dragon oriental capable de maîtriser tous les éléments, un peu comme l'avatar. Comme Luffy, il est plus que juste un fruit des démons et maîtrise les 3 formes de haki avancées. Et malgré sa défaite face au Gear 5, j'étais obligé de mettre Kaido supérieur à Luffy parce que si les rôles étaient inversés et que ça avait été Luffy qui se battait contre les fluoros rouges, les supernovas, ensuite Yamato et Kaido, je pense pas que Luffy en serait sorti vainqueur. D'autant plus que Kaido soutenait l'île d'Onigashima pendant tout le combat et ça affectait bel et bien son endurance vu que lorsqu'il a commencé à faiblir, l'île commençait aussi à se décomposer. Alors oui, Luffy a vaincu Kaido, mais j'ai envie de te dire qu'on rentre dans une partie du classement où est-ce que tous les personnages sont vraiment prêts question puissance et que s'ils se battaient plusieurs fois, ce ne serait pas toujours le même personnage qui en sortirait gagnant. Et j'ai l'honneur de te présenter les 10 personnages les plus forts de One Piece of all time. On ouvre ce classement avec Barbe Noire, le premier pirate à obtenir 2 fruits d'éléments. Et on parle pas du fruit de Baggy avec le fruit de Mr. Tree, non, on parle du fruit de Barbe Blanche, l'homme qui pouvait détruire le monde avec le plus fort Logia selon Barbe Noire et de ce qu'on a pu voir
du fruit des ténèbres, il a probablement raison. Si je mets Barbe Noire au-dessus de Kaido à cet instant, c'est parce que Barbe Noire, contrairement à Kaido, est toujours dans l'histoire et logiquement doit représenter un plus gros défi pour Luffy. Plusieurs personnes pensent qu'il aura un power-up, d'autres pensent qu'il a déjà sa carte secrète et qu'il ne l'a pas encore montré. D'ailleurs, moi je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas vu son combat face à Law. Barbe Noire a déjà quelque chose qui le met au-dessus de Kaido. Les gens ont tendance à sous-estimer ce personnage parce que justement, il a tendance à être lâche, il a tendance à éviter le combat. Mais moi, je pense que Barbe Noire est super méthodique. Il va éviter toutes sortes de risques qui pourraient potentiellement nuire à ses plans si ce n'est pas nécessaire. En comparaison avec Kaido et Big Mom, deux personnages super puissants qui ont perdu contre une alliance beaucoup plus petite que la leur, ça te montre que dans One Piece, si tu es trop arrogant, si tu as trop confiance en tes capacités, tu peux te faire battre par n'importe qui. Big Mom est la preuve parfaite et Barbe Noire n'a pas cette faille. J'aimerais m'adresser aux gens qui pensent que Law a fait galérer Barbe Noire et c'est là qu'il faut comprendre que faire signer Barbe Noire, le faire crier de douleur, ce n'est pas nécessairement un feat parce que contrairement aux autres Logia, Barbe Noire, à cause des fruits des ténèbres, va absorber la douleur et c'est ça ce qui va le faire crier. C'est ça qui va le faire signer. Rappelez-vous, à Impel Down, le feat n'avait définitivement pas le niveau. Pourtant, il a réussi à lui assigner un coup. Et même sans fruit des démons, Barbe Noire a su donner une belle balafre au personnage de Shanks. Alors franchement les gars, je sais pas comment est-ce que vous arrivez à sous-estimer un personnage qui ne dort pas la nuit. Et en 9e place, j'ai l'épéiste aux cheveux rouges, j'ai nommé Shanks. Shanks le GOAT, l'homme qui a inspiré Luffy à commencer son aventure, c'est aussi l'héritier spirituel du roi des pirates et a même hérité sa technique signature, le Kamusari, avec laquelle il a su one-shot Kid et Law. Shanks, encore une fois, comme Barbe Noire, c'est aussi un personnage qui fait très attention à ce qu'il fait, contrairement à Kaido et Big Mom. Et c'est pour ça qu'il est toujours là dans l'histoire en ce moment. Kaido lui-même avoue que Shanks n'était pas un petit, et même si je suis convaincu que Kaido pensait être plus fort que Shanks, je pense que Shanks nous cache quelque chose qui va bientôt révéler au grand jour et qui va faire comprendre à tout le monde pourquoi ce que Oda l'a conservé pendant toutes ces années. Naturellement, à la 8e place, j'ai œil de faucon Mihawk qui porte aussi le titre du plus grand épéiste. Donc normal qu'il soit supérieur à Shanks qui est aussi un épéiste. Un peu comme Shanks et les amiraux, Mihawk c'est un personnage que Oda a introduit quand même très tôt dans l'histoire, mais pour qui la force reste cachée jusqu'à ce jour. On attend encore une technique nommée de la part de l'ancien corsaire. Avec une prime de 3,6 milliards qui est principalement due à sa puissance, il est le premier commandant d'empereur à avoir une prime plus haute que son capitaine. Le roi des épéistes, initialement, devait être nommé le clairvoyant. Je vais me mouiller avant tout le monde et vous confirmer que Mihawk a bel et bien les 3 formes de haki avancées. En 7e place, j'ai le Michael Jordan de la marine, j'ai nommé Garp le point d'acier. En ce personnage, Roger avait suffisamment confiance pour lui confier la garde de son fils Podcast the Ace. Chose qu'il n'aurait peut-être pas dû faire en y repensant, peut-être Rayleigh aurait été un meilleur choix, mais c'est pas pour autant que Garp manquait d'amour pour ce dernier. À Marineford, cette vieille branche a mis les points sur les i en rétamant Marco et en établissant qu'il n'était absolument pas niveau YC1 ou niveau YC2. Et si on se tient à ce que le manga nous a dit, il n'y a aucune preuve factuelle à ce jour qui nous montre que Roger a battu Chebek en 1v1. L'histoire nous dit que Garp le héros s'est chargé de Chebek, et ceux qui connaissent la vérité l'ont mis sur un pied d'égalité avec Goldie Roger. Quant à ce qui s'est passé sur la rue, on a vu un Garp vieux se faire poignarder par un YC1 en pleine forme. Il l'a rétamé directement après. Franchement, s'il n'y avait pas Cousin sur cette île, j'imagine même pas la catastrophe pour les pirates de Barbe Noire. En 6e place, j'ai le père du protagoniste. Bah oui, c'est un shonen, qu'est-ce que vous voulez? Dragon, il va pas être faible, c'est le personnage le plus dangereux au monde. Et comme vous le savez, dans les shonen, le sang des personnages puissants a tendance à devenir de plus en plus fort de génération en génération. Alors Garp, maître du haki, si c'est de la boxe, parie sur Garp le Prime. Je vois quand même son fils plus fort que lui. Et oui, je pense que Dragon l'a surpassé avec potentiellement un fruit des démons qu'on ne connaît pas encore. Mais si Oda nous l'a caché, c'est pour une raison, encore une fois. Dragon, le haki des rois, est confirmé. Bien entendu, Luffy va le dépasser très bientôt. Mais je ne pense pas qu'à leur première rencontre, Luffy sera déjà plus fort que Dragon. J'ouvre mon top 5 avec la décision la plus difficile de tout ce classement. Edward Newgate avec le roi des pirates Gold Roger numéro 4. Je vais parler d'eux en même temps parce que d'une part, tu as Edward Newgate qui a le fruit paramécia capable de détruire le monde. Et de l'autre côté, tu as le roi des pirates, le personnage qui a ouvert la série de One Piece et que tout le monde voyait comme un dieu sur terre. Chose importante à noter, c'est que Barbe Blanche a eu son titre d'homme le plus fort du monde quand Roger était toujours actif. Et pendant leurs nombreux combats, même si Roger était malade, Roger n'a jamais souffert de ses symptômes pendant qu'il se battait contre Barbe Blanche. D'ailleurs, la présence de Crocus sur le navire, c'était justement pour que Roger puisse se battre comme s'il n'était pas malade. Et c'est peut-être pour ça, justement, un peu comme le fait que Roger réduisait sa propre espérance de vie. Officiellement, parce que c'est un classement, je ne voulais pas mettre d'égalité, je ne voulais pas tricher. Donc, j'ai mis Barbe Blanche en dessous de Roger parce que dans les faits, Roger a gagné un 2v5 face à Barbe Blanche. Ça, c'est dans les faits. Là, je sais qu'avec le flashback, on aura plus de vérité. On va savoir que finalement, c'était
tu vois, la discorde chez les Rocks qui a fait en sorte qu'ils finissent par perdre dans ce combat. Mais dans les faits actuels, c'était du 2v5. Et c'est pour ça que je dois donner un petit avantage à Roger, même si dans mon cœur, je pense qu'il y a moyen de mettre Barbe Blanche en avant de lui. On arrive finalement au top 3, donc j'ai donné la médaille de bronze à Rox Dijebek. Là, on connaît rien, mais rien du tout sur le personnage. Mais il a été dit que Rox c'était l'ennemi le plus puissant que Roger ait dû affronter. Donc il faut quand même lui donner son respect. D'autant plus que ce mec-là, il a mis sous ses ordres Barbe Blanche, Kaido, Big Mom, Shiki, le Capitaine John, Mbappé, autant de conquérants qui étaient décidés à suivre un seul homme. C'est quand même quelque chose, même s'il n'a pas suggéré par la suite, et avec raison, Rox c'est pas notre ami. En deuxième place, j'ai le premier protagoniste de Eiichiro Oda, et oui, avant Luffy, il y avait Ryuma, le personnage qui a su protéger Wano à lui tout seul et a tenu les forces du gouvernement mondial hors de son pays. Surnommé le dieu de la lame et sans fruit de démon à ce qu'on sait, donc pour ceux qui ont suivi, ça suggère les 3 formes de Haki avancées. Au minimum, le HDA avancé, sachant que Ryuma s'est confirmé, c'est lui qui a rendu sa lame noire, chose que Kozuki Oden n'a jamais été capable de faire. Et même après la bataille d'Onigashima, Ryuma est toujours vu comme la légende de Wano, contrairement à Oden. Alors oui, mesdames et messieurs, je suis complètement confortable à donner la médaille d'argent à Ryuma parce que son héroïsme est seulement rivalisé par Joy Boy qui est à la première place de ce classement. Joy Boy, c'est la médaille d'or. Pour ceux qui pensent que Luffy va atteindre le niveau de Shanks ou de Roger, vous avez tort. Luffy, son apogée, à la fin de l'histoire, il aura surpassé Joy Boy. Le premier personnage qui a su éveiller le fruit du Nika Nika no Mi et a pu contrôler les pouvoirs du Nika Nika, les utiliser à bon escient. Donc il est normal que Joy Boy occupe la première place de ce classement jusqu'à ce que Luffy comprenne son pouvoir et arrive à le surpasser. C'était tout pour la vidéo aujourd'hui. Alors si t'es game, j'aimerais bien lire ton top 50 en commentaire ou bien ton top 30, ton top 10, peu importe ce que tu as le temps d'écrire. Et on se verra en live très bientôt pour parler de ce classement. Et si vous arrivez à me faire changer d'avis en live, je pourrais faire quelques modifications à ma tier list. Surtout n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On est presque à 1000 abonnés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive bientôt sur Tron9. Alors voilà, je te dis à la prochaine, allez à plus.